Cut the crap. Anna, je suis ravi de te recevoir. Merci de ton invitation. On est dans le cadre d'un podcast qui n'a pas encore de nom. L'idée sera de partir à la rencontre de personnes qui se cherchent par rapport à leur identité juive. Ce que je te propose, c'est que tu te présentes en quelques mots, ton parcours, tes études. Donc, je m'appelle Anna. On s'est rencontrés, je le signale parce que ça fait partie de mon parcours pendant qu'on faisait nos études, donc à Sciences Po. Et j'ai un parcours juif. Je commence directement. Allez. Qui va d'une éducation quand même très laïque à aujourd'hui plus à la fois de pratique, d'études et beaucoup d'interrogations toujours. Alors, une première question que je vais te poser justement, c'est ça veut dire quoi être juif en 2023 ? Waouh, vaste question. Être juif en 2023, pour moi, en tout cas la façon dont moi je le vis, c'est d'aller puiser, d'être les héritiers en fait d'une sagesse millénaire qui a été transmise de génération en génération pendant des siècles et qui peut nous permettre de penser les grands enjeux contemporains. C'est aussi avoir une histoire particulière, souvent marquée par des traumatismes, que ce soit d'ailleurs dans le monde ashkénaze ou dans le monde séfarade. Donc, pour moi, c'est plutôt du côté ashkénaze. Et c'est... c'est avoir en fait, je dirais avant tout avoir un trésor très précieux que sont nos textes et nos rituels, et réfléchir à quoi en faire. Et vouloir les transmettre. Je pense qu'au cœur de la judéité, il y a cette envie, peut-être certains diraient ce devoir de transmission. Je ne sais plus qui disait qu'être juif, c'est vouloir que ses petits-enfants soient juifs. Ça me parle. Et à quel moment, justement, tu as pris conscience de ta judéité ? Tu te souviens du jour où tu t'es dit oh, « je suis juive, voilà ce que ça veut dire ». Non, pas du tout. Désolée, c'est un peu décevant. Non, je me souviens pas du tout de... Pour comprendre si on peut en parler, est-ce que Ouais. Dans ta famille, vous faisiez les fêtes Pas du tout. Alors, dans ma famille, on faisait pas les fêtes. On faisait rien, en fait, dans ma famille. En fait, mes deux parents ont grandi dans des familles ashkénazes, donc alsaciennes du côté de ma mère et roumaines du côté de mon père, marquées par la Shoah, surtout du côté de ma mère, vraiment durement, et par des persécutions de façon générale des deux côtés. Et donc, familles dans lesquelles la génération de mes grands-parents avait décidé de façon consciente ou inconsciente, mais en tout cas avait enfoui la judéité assez profondément. C'était dit, voilà, on va peut-être la mettre de côté. Et d'ailleurs, du côté de ma mère, avait changé de nom. Donc, ma mère, elle est née sous un nom, son nom de jeune fille, son nom de famille, c'est un nom très français qui ne laisse rien transpirer de sa judéité. Et donc, mes deux parents... C'est les parents de ta mère qui avaient pris cette décision ou ta mère ? Non, c'est les parents, c'est même les grands-parents de ma mère, en fait. Okay. C'est-à-dire qu'au sortir de la guerre, les parents de mes deux grands-parents maternels, c'est-à-dire les parents à la fois de ma grand-mère maternelle et de mon grand-père maternel aussi, ont décidé de changer de nom et en fait d'officialiser le changement de nom qui avait eu lieu pendant la guerre quand ils avaient eu de faux papiers. Ah oui, okay. Et donc ils ont décidé de garder les faux noms ou les noms francisés après-guerre. Mais ce qui est assez fou, c'est que cette officialisation, elle a eu lieu pas juste après la guerre, mais je crois en 1950. Donc quand même, ouais. Il y a eu ce temps peut-être de réflexion et ils ont vraiment décidé après coup de garder ou d'entériner cette francisation des noms. D'accord. Et en fait, c'était des familles très assimilées déjà avant-guerre, du côté de ma mère. Donc c'était des juifs français d'origine alsacienne, mais ayant quitté l'Alsace quand l'Alsace est devenue prussienne, donc en 1871, pour venir à Paris, parce qu'ils étaient très patriotes, très reconnaissants envers la France de leur avoir donné la citoyenneté
d'être le premier pays du monde, en fait, à avoir donné la citoyenneté aux Juifs. Donc, très attachés à la France, ils ont quitté l'Alsace pour rester français. Il y avait beaucoup de hauts fonctionnaires, même de militaires. Et donc, déjà assez éloignés de leur judéité avant-guerre. Et après la guerre, étant donné qu'ils ont quand même été persécutés, ça a été très douloureux, je pense que ça a été une énorme claque dans la gueule, en fait. Ils se sentaient plus français que français. Et là, boum, en fait, la police française est venue les arrêter concrètement du côté de mon grand-père maternel. Et donc, ne restait de cette judéité que quelque chose de très douloureux, associé à la perte, à la souffrance, à la mort. Et donc, ils ont vraiment décidé de lâcher le truc, quoi. Et donc, ma mère, elle est née dans ce contexte-là. Et avec ses frères et sœurs, ils ont été élevés sans aucune référence au judaïsme. Sauf que quand même, leurs parents s'étaient mariés entre juifs. Mais entre juifs ayant changé de nom. Et que tous les amis de mes grands-parents étaient juifs, mais des juifs qui étaient dans la même situation d'abandon de la judéité. Donc, il y avait donc, voilà. Donc, en fait... Tes parents ne se sont pas mariés à la synagogue ? Non. D'accord. Non, mes parents se sont pas mariés à la synagogue, mais je pense que... Je sais même pas si ça leur a traversé l'esprit, en fait. Ils se sont pas mariés à la synagogue. Je pense que tout le reste de ma famille aurait trouvé ça très bizarre qu'ils se marient à la synagogue. Mais ils nous ont quand même, mon frère et moi, inscrits au Talmud Torah de la communauté libérale. Parce que je pense que mes deux parents, à l'âge adulte, quand ils étaient jeunes adultes comme ça, ont senti qu'il y avait un vide identitaire, comme ça, une espèce de trou béant dans leur identité, et qu'ils ont voulu l'explorer. Donc mon père a vécu pendant quelques mois dans un kibboutz quand il avait peut-être entre 25 et 30 ans. Ma mère aussi voulait partir en Israël à un certain moment, et d'ailleurs c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés, parce que des amis communs les ont fait se rencontrer pour que mon père donne des conseils à ma mère à propos d'Israël. Finalement, ma mère n'est pas partie en Israël. Mais donc, il y avait des deux côtés cette espèce d'envie d'en savoir plus sur l'identité juive, j'ai envie de dire. Et donc, quand mon frère et moi, on a eu 7-8 ans, ils ont décidé de nous inscrire au Talmud Torah pour qu'un bagage juif que eux n'avaient pas puisse quand même nous être transmis. C'est-à-dire qu'eux se sont dit, ça va être très difficile pour nous de transmettre quelque chose puisqu'on ne nous a rien transmis à nous, mais on veut que nos enfants se sentent un peu plus juifs que nous, ou en tout cas que leur judéité ne soit pas seulement quelque chose en négatif, ne soit pas seulement quelque chose en fait lié à la Shoah, mais qu'ils sachent un peu, qu'ils connaissent les prières, les fêtes, les grands textes, les rites, etc. D'accord. Et donc ils nous ont inscrits au Talmud Torah. Je sais même plus quelle était la question. Non, et alors, est-ce que c'est l'une des raisons qui explique que tu peux nous expliquer un peu ton changement de parcours ? Oui. Donc, tu viens de démissionner de ton poste actuel pour peut-être donc, te diriger vers une toute autre voie. Oui, alors là, c'est vrai qu'en ce moment, je considère sérieusement de commencer des études rabbiniques, mais ça n'a pas été un chemin, direct du Talmud Torah de la communauté libérale jusqu'à cette idée-là, jusqu'à ce projet-là. En fait, entre-temps, donc, on a été inscrits au Talmud Torah de la communauté libérale avec mon frère, où, tu vois, dans la communauté libérale, il y a beaucoup de familles qui étaient un peu comme la nôtre, c'est-à-dire des juifs déjudaïsés, on pourrait dire, éloignés de la religion, qui cherchent à se raccrocher à quelque chose. Et ensuite, en fait, au bout de 2 ans, je crois, ou 1 an, on a déménagé à Toulouse pour le travail de mon père. Et à Toulouse, il n'y avait pas vraiment de communauté libérale. En fait, il y en avait une, mais elle était minuscule. Donc, on ne l'a pas trouvée tout de suite. Et on a donc continué notre Talmud Torah, c'est-à-dire l'équivalent du catéchisme juif, si vous ne savez pas ce que ça veut dire. On a continué notre Talmud Torah dans une communauté consistoriale. Et je crois que le Talmud Torah était même géré par des Lubavitch. Et donc là, autant te dire tu peux rappeler à notre audience Lubavitch, c'est-à-dire c'est un sous-courant de l'orthodoxie assez pratiquant. Enfin, toute orthodoxie implique une pratique, mais c'est-à-dire une pratique assez stricte des commandements. Et donc, on était dans ce Talmud Torah où on nous enseignait
les divers aspects de la loi juive, notamment par exemple la cacheroute, donc les règles relatives à la nourriture, cachère. Et donc on apprenait par cœur et on restituait dans des contrôles qu'il faut attendre X heures entre la viande et le lait, que c'est différent si c'est un fromage frais ou un fromage affiné, etc., etc., que les femmes doivent porter des vêtements de telle ou telle longueur. Et donc nous, on apprenait ça, mais on était un peu, si tu veux, il y avait un peu une dissonance cognitive parce qu'on n'appliquait rien de ça à la maison. Et en plus, il y avait aussi une espèce de différence culturelle. Donc nous, on venait d'une famille ashkénaze très assimilée, très 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 assimilée même. Et à Toulouse, c'était essentiellement une communauté d'origine séfarade, plutôt marocaine, assez traditionnaliste. Et donc en fait, on était des ovnis, quoi. Et donc en fait, on est quand même allé jusqu'à la bar mitzvah et à la bat mitzvah avec mon frère. Mais après, on a vraiment arrêté de fréquenter la synagogue, de fréquenter même la communauté juive, j'ai envie de dire. Avec mon frère, on était à l'école publique. Et j'avais pas énormément d'amis juifs. J'avais une amie juive au lycée. Je me suis faite une amie juive qui, je pense, voilà, essayer de me remettre, j'allais dire, dans le droit chemin, c'est un peu exagéré, mais je pense qu'elle voyait que j'étais juive, mais que j'y connaissais pas grand-chose, et elle voulait m'aider à comprendre ce que ça voulait dire. Voilà. Mais donc, en fait, pendant quand même des années, alors moi, j'avais cette amie qui parfois m'invitait pour des fêtes, ce que j'aimais bien, mais au-delà de ça, nous, on faisait rien, grosso modo. Ensuite, quand je suis arrivée à Paris, après le bac, donc pour Sciences Po. Là, je me suis fait d'autres amis juifs, et de fil en aiguille, je me suis mise à être invitée vraiment de façon assez constante pour les fêtes. Si bien que j'ai un peu testé tous les CEDER de Paris. Moi, je dis, comme j'étais Anas en famille, à Pessah, plein de familles, d'amis, et vraiment, je les en remercie. C'était tellement précieux pour moi. M'inviter, et d'ailleurs à Pessah, mais aussi à Rosh Hashanah, ou pour rompre le jeûne à Kippour. Et donc, en fait, voilà, à travers ces amis, j'ai commencé à avoir un peu plus de pratique. Ça restait light, hein, mais les fêtes, en tout cas. Et voilà, au fur et à mesure de mes études, j'ai comme ça été amenée à fréquenter plus de personnes juives. J'ai fait un voyage en Israël quand j'avais 21 ans, quelque chose comme ça qui s'appelle Taglit, par lequel, voilà, dont l'objectif est de permettre à des jeunes juifs de la diaspora de renforcer leur lien avec Israël. D'aucuns diraient que c'est de la propagande pour pousser à l'Alia. Je sais pas, mais en tout cas, c'est pour mieux faire connaître Israël. Donc j'ai fait ce voyage et je me suis fait des super amis pendant ce voyage. Et donc ensuite, voilà, ça m'a permis d'encore approfondir les fêtes, etc. Et quand j'ai eu 22 ans, j'ai eu un peu un moment de révélation, en fait, presque mystique. Je le raconte pas souvent, c'est assez bizarre à raconter parce que c'était vraiment quelque chose de l'ordre de l'inexplicable, où tout à coup, moi qui étais attirée par les fêtes, par la culture, par les rituels, mais j'étais plutôt agnostique, je dirais. Et là, tout à coup, j'ai eu un espèce de... Je sais pas si le terme est révélation, c'est pas vraiment ça, mais tout à coup, je me suis sentie très connectée avec une transcendance. Et à tel point que je me suis dit, intéressant, je vais aller faire un tour à la synagogue quand je reviens à Paris, parce que c'était pas à Paris. Et quand je suis revenue à Paris, c'était le moment où je commençais un stage chez Radio France. Et en face de Radio France, si on traverse la Seine, c'est la synagogue de Beaugrenelle, donc de Judaïsme en mouvement. À l'époque, c'était le MJLF, le Mouvement Juif Libéral de France. Et officiaient dans cette synagogue Delphine Orviller et Yann Boissière, deux rabbins assez formidables. Et donc je suis allée faire un tour un vendredi soir pour un office de Shabbat. Et ça m'a vraiment énormément plu et marqué. À la fois de l'aspect intellectuel, je me suis dit que c'était passionnant ce qu'ils racontaient, et l'aspect spirituel et même esthétique, musical notamment. Où, voilà, ensuite, pendant toute la semaine après cet office, j'avais toutes les mélodies de Kabbalat Shabbat, de l'office du vendredi soir qui me trottaient dans la tête, que je chantais toute seule dans la rue.
Et ensuite, donc, j'y suis retournée le vendredi suivant, et le vendredi suivant, et le vendredi suivant, etc., pendant très longtemps. J'ai commencé à prendre des cours dans la foulée. Et là, je me suis dit, quand j'ai commencé à prendre des cours de Torah, de Talmud, c'était vraiment une sensation incroyable, parce que je me disais, c'est fou. J'ai étudié j'ai lu beaucoup de littérature, de philo, de sciences sociales. Et en fait, là, je découvre un univers intellectuel dont je ne connais rien, dont j'ignore tout. Et j'avais vraiment l'impression de découvrir un nouveau continent, hyper excitant, hyper intéressant, et qui, en plus, cerise sur le gâteau, était finalement mon continent d'origine. C'est-à-dire que j'avais l'impression que c'était un continent que je ne connaissais pas et qui faisait pourtant partie de mon héritage. Donc c'était très excitant. Donc je suis allée à plein de cours. Donc là, tu as 23 ans. Là, j'ai 23 ans. Enfin, entre mes 22 et mes 24 ans, je dirais. Pendant 2 ans, je vais à plein d'offices, plein de cours. C'est lune de miel, vraiment. Je suis à fond. Et là, bim, quand j'ai 24 ans, je me suis mise à bosser en cabinet ministériel. Et là, j'avais vraiment plus trop le temps, notamment pour les cours. Donc, avant ça, j'y allais plusieurs fois par semaine. Et là, en fait, coup d'arrêt quand même, parce que j'avais des horaires qui me permettaient pas du tout d'y aller. Et donc, pendant 2 ans, j'ai travaillé en cabinet ministériel et ça me manquait beaucoup. J'allais quand même 1 fois par mois ou tous les 2 mois, comme ça. Mais j'ai cette frustration-là. Et si bien que quand j'ai quitté ce boulot, donc après 2 ans, j'ai voulu rattraper le temps perdu un peu. J'ai eu cette envie comme une espèce de soif qu'il fallait apaiser. Et je suis partie à Jérusalem dans un endroit qui s'appelle l'Institut Pardes, qui est une sorte de yeshiva mixte, avec des hommes et des femmes, et multidénominationnel, ce qui est un pas très joli mot, mais pour dire qu'il y a des profs à la fois du mouvement libéral, du mouvement orthodoxe moderne, donc de différents courants du judaïsme, qui sont d'habitude pas forcément rassemblés. Donc là, c'était un endroit formidablement riche, parce que justement, il y avait tous ces courants-là qui étaient réunis et qui n'étaient pas ennemis, et qui, au contraire, se reconnaissaient les uns les autres, etc. Et donc j'ai étudié là-bas pendant plusieurs mois, pendant l'été, et j'étais tellement heureuse, c'était génial. J'ai vécu ma meilleure vie. Et quand je suis rentrée à Paris après cette expérience, je voulais absolument continuer à étudier. Je me disais, j'ai envie de retrouver le même cadre d'études aussi stimulant, etc. Donc j'ai recommencé à aller à des cours à Paris. Et à un cours, j'ai rencontré une fille avec qui je suis devenue très amie, qui s'appelle Ossiana. En fait, à la fin de ce cours, on est resté pendant des heures et des heures à discuter sur le trottoir devant l'immeuble où on avait pris notre cours. Et on s'est dit qu'on avait envie de créer un nouvel espace pour des jeunes adultes comme nous, qui voudraient étudier les textes de la tradition juive et échanger dessus de façon pas forcément très formelle et en les liant avec leurs préoccupations. Et donc, on a commencé quelques semaines plus tard à donner je sais pas si donner des cours, c'est le bon terme, plutôt à animer des études sur la paracha, tout simplement. On s'est dit, on va commencer par les bases. Et donc, on a commencé au mois de janvier 2020 à donner des cours sur la paracha. Au bout de 2 mois, c'est passé en Zoom, puisqu'il y a eu le Covid. Et moi, au bout de 2 mois, justement, j'avais une mission, je bossais en parallèle de la préparation des cours, et cette mission s'est arrêtée, et c'était pile au moment du Covid. Donc en fait, pendant tout le Covid, moi j'étais enfermée chez moi, et je passais mon temps à préparer mes cours de Torah, en lisant moi-même plein de choses, en regardant des vidéos sur Academ, qui est un site formidable où il y a énormément de ressources sur tout ce qui a trait au judaïsme en fait. Également sur Sefaria, qui est aussi un autre site absolument incroyable où on trouve tous les textes du judaïsme, leurs commentaires en anglais, en hébreu, en français, c'est incroyable. Et donc voilà, je passais ma vie à faire ça. Et un jour, en fait, pendant le Covid, je reçois un email d'une école rabbinique qui était venue faire une présentation à Pardes, donc là où j'étudiais à Jérusalem l'été précédent. Ils étaient venus faire une présentation et moi j'y étais allée, en partie parce qu'il y avait de la pizza, honnêtement, aussi en partie parce que ça m'intéressait, mais comme ça, quoi.
Et donc ils avaient fait passer une feuille à la fin où il me fallait mettre son nom, enfin ses coordonnées. Donc, j'avais laissé mes coordonnées et depuis ils m'envoyaient assez régulièrement des emails que je classais un peu automatiquement dans les spams. Et là, il m'envoie un email que pour une fois, je me décide à ouvrir. Et ce mail disait « On rouvre les candidatures pour entrer à l'école rabbinique ». Et là, je me suis dit « Yallah !» En fait, c'était le moment de Pessah. Et je me suis dit, il faut que je sorte de l'Égypte, de mon indécision, parce que je tournais autour de cette idée depuis assez longtemps, mais sans jamais me décider à passer le pas. Je me suis dit, c'est un signe. Je suis quelqu'un qui voit beaucoup de signes. C'est un signe. Et donc, allez, on postule. Et donc, j'ai postulé un peu à la hâte, comme les Hébreux sortir d'Égypte à la hâte, puisque j'avais que 1 ou 2 semaines pour postuler. Et voilà. Et en fait, ils m'ont prise. Et là, je me suis rendu compte que j'avais pas du tout les moyens financièrement de m'arrêter de travailler pendant toute la durée tout le temps que Postuler, ça veut dire quoi? Il y a un dossier? Il y a tout un dossier, ouais. En fait, il faut faire ce qu'on appelle un statement of purpose, donc expliquer pourquoi on veut faire ça. Déjà, c'est des pages et des pages. Expliquer qui on est, etc. Un peu ce que je viens de raconter. Il y avait... Pardon, études rabbiniques, c'est pour devenir forcément rabbin? Alors, il y a d'autres types de fonctions? En fait, rabbin, étymologiquement, ça veut dire maître. Ça veut dire enseignant. C'est un titre, de la même façon que docteur, PhD, est un titre qu'on obtient quand nos maîtres, notre école, décident qu'on a un niveau d'érudition en matière de Torah, en matière de texte juif, suffisant. Après, ce titre, on en fait ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'en France, quand on dit rabbin, on pense toujours à rabbin de communauté, rabbin pastoral. Donc comme Delphine Orviller, Yann Boissière, Pauline Beb et bien d'autres. Jonas Jacquelin. Bon, je ne cite que les rabbins libéraux, mais évidemment, tous les rabbins consistoriaux. Les Ackerman, Émile et Myriam Ackerman, de bons amis qui viennent d'être ordonnés rabbins. Et donc, voilà, quand on devient rabbin, on peut devenir rabbin d'une communauté, mais on peut aussi faire autre chose. Donc, par exemple, Marc-Alain Waknin, qui a l'émission sur France Culture qui s'appelle Talmudique, qui est formidable, est un rabbin. Il a le titre de rabbin, mais pour autant, c'est pas un rabbin d'une communauté. Et en France, il n'y en a pas énormément comme lui, à ma connaissance en tout cas, mais c'est assez commun dans le monde anglo-saxon et en Israël. Par exemple, en Israël, moi j'ai des amis qui sont rabbins, mais qui, qui ont une autre activité professionnelle. Je connais une femme rabbin qui est aussi guide touristique. Je connais un rabbin qui est aussi journaliste. Donc en fait, c'est pas forcément ensuite l'activité professionnelle unique. Et certains peuvent ne pas du tout travailler là-dedans, mais quand même, bon, c'est un investissement assez significatif en termes d'années d'études. Donc généralement, les gens veulent quand même en faire quelque chose. Mais tu peux être nommé rabbin d'une communauté sans avoir le titre? Non. En fait, par exemple, Émile et Myriam, donc Ackerman, ont créé leur propre communauté pendant qu'ils étaient dans leurs dernières années d'études rabbiniques. Donc ils n'étaient pas encore officiellement ordonnés rabbins, mais ils allaient très bientôt l'être. Et ils ont été dans les faits rabbins de leur communauté, dans le sens où c'est eux qui s'occupaient de... par exemple, ils faisaient beaucoup de ce qu'on appelle d'ivrei Torah, c'est-à-dire de sermons en quelque sorte. C'est eux qui organisaient les offices, etc., avec évidemment le conseil d'administration de la communauté. Mais ils avaient un rôle rabbinique sans avoir encore la smicha, ce qu'on appelle, c'est-à-dire l'ordination. Mais bon, ils l'ont reçu quelques mois plus tard, et voilà. Mais une communauté n'emploie pas, en tant que rabbin, des gens qui n'ont pas le titre. Sauf voilà, la seule exception, à ma connaissance, c'est des étudiants qui sont en dernière année ou dans leurs dernières années d'études et qui sont en quelque sorte en alternance en fait et qui alternent avec les rabbins officiels de la communauté pour animer les offices, pour donner des cours. Il y a aussi des rabbins aux États-Unis particulièrement où il y a des grandes communautés, des communautés immenses, beaucoup plus grandes que celles qu'on a en France, qui emploient des rabbins en tant que, par exemple, directeur du Talmud Torah ou
directeurs des cours à destination des adultes. Donc en fait, il y a des fondations juives qui emploient des rabbins. Donc dans le monde américain où le monde juif, les associations juives et les communautés juives sont beaucoup plus grosses, il y a des postes occupés par des rabbins qui ne sont pas à proprement parler ou parce qu'on imagine comme étant les postes rabbiniques, c'est-à-dire ceux qui officient. Voilà. Mais en fait, il y a 1000 façons d'être rabbin. Il y a 1001 façons d'être rabbin même. Et c'est ça qui m'attire, je pense aussi. C'est-à-dire que c'est une fonction qui à la fois peut être une fonction d'enseignement, et je pense que c'est le cœur quand même. Il y a toujours une fonction de transmission. C'est un dénominateur commun, c'est ça. C'est que c'est une personne qui va s'occuper de transmettre quelque chose de juif. Donc il y a l'enseignement pour les adultes, pour les enfants. Il y a le fait d'accompagner les gens qui viennent vous le demander, que ce soit parce qu'ils traversent des moments difficiles, parce qu'ils veulent explorer leur identité juive, ou parce que c'est des moments de leur vie, des grandes transitions, que ce soit la naissance, la bar mitzvah, la bat mitzvah, le mariage, et bien sûr aussi les funérailles. C'est aussi une fonction intellectuelle dans laquelle on peut être amené à écrire des articles, des livres, à participer à cette espèce de construction millénaire, de réflexion, de dialogue millénaire, de conversation autour des textes du judaïsme. C'est aussi une fonction d'office, de mener des offices, de lire dans la Torah. C'est aussi une fonction de représentation de sa communauté. Donc en fait, c'est tout un tas de choses. Et je ne sais pas encore comment, moi, j'aimerais l'exercer. Donc pour l'instant, j'en suis vraiment au tout début, même pas de ce parcours. Mais... Donc tu déposes le dossier. Donc je dépose le dossier. Donc ça, c'est en 2020. Je dépose le dossier, je suis prise. Je suis même prise avec une bourse complète. Ils me disent « welcome », etc. Et vraiment, c'était le jour de mon anniversaire, en plus, qui m'ont accepté. Qui était aussi le jour de la fête de Shavuot, ou la veille de la fête de Shavuot, qui est la fête du don de la Torah. Donc voilà, encore moi qui aime voir des signes partout, j'étais là comme une ouf. Donc voilà. Mais là, à ce moment-là, retour à la réalité quand même. Comment on fait pour s'arrêter 5 ans de travailler ? C'est quand même très compliqué. Il y avait des bourses pour financer la scolarité elle-même. Donc moi, j'en avais reçu une. Mais pour financer le coût de la vie, ça dure 5 ans. Pour financer le coût de la vie, il n'y avait rien pour les Européens. Parce que c'était une école américaine. C'est quoi les frais de scolarité Autour de $30 000. Par an. Par an. Pour cette école-là. Il y a plein d'écoles. Mais bon, la plupart des gens ont quand même une bourse au moins partielle. Ok. Mais sinon, les gens... Il y a des écoles plus ou moins prestigieuses, j'imagine ou... Il y a des écoles... En fait, il y a des écoles avec des sensibilités diverses. C'est-à-dire qu'il y a des écoles libérales, il y a des écoles massorties, il y a des écoles orthodoxes. Et même parmi les écoles libérales, il y en a qui ont diverses sensibilités. Enfin... Et à l'intérieur de chacune de ces branches, oui. Il y a genre le top, le Harvard, du massorti, du libéral, du... En fait, oui et non. Pas vraiment dans la mesure où, en fait... Le mouvement massorti, il est trop petit. C'est-à-dire que Harvard, il y a des milliers d'universités dans le monde. Donc Harvard, on peut dire, c'est une des meilleures d'entre elles, toutes disciplines confondues. Comme les écoles rabbiniques, il n'y en a pas non plus énormément. Et a fortiori, il n'y en a pas énormément dans le même courant. Il y a les plus anciennes. Donc là, par exemple, celle à laquelle j'avais postulé, c'était la plus ancienne du mouvement libéral. Ça s'appelle Hebrew Union College. Donc, mais bon, enfin... C'est pas tellement une question de prestige en fait, c'est plus une question de quel type de judaïsme te convient, quel type d'environnement d'études te convient. Il y a des écoles en France ou pas ? Alors il y a une école qui a été créée par le rabbin Pauline Beb, qui est assez nouvelle, et ça fait 2 ans que je prends des cours dans cette école en tant qu'auditrice libre, donc il y aurait la possibilité éventuellement, mais après passage devant un jury, etc., que je devienne officiellement élève rabbin dans cette école. Et voilà, c'est tout récent comme initiative. Elle est partie du constat qu'il y avait un besoin de nouveaux rabbins, notamment libéraux en France, et pour se dire qu'il fallait peut-être créer une école. Ok.
Donc, retour à la réalité. Retour à la réalité, je me dis, T'es en fait, sélectionné. je suis sélectionnée, mais Mais je me dis, comment financer financièrement, pendant 5 ans? c'est pas Ouais. possible. Et donc, j'ai rebossé pendant plusieurs années pour mettre des sous de côté, en fait. Et là, en fait, Donc, tu avais une expérience en cabinet ministériel. ouais, Tu avais fait quel master à Sciences Po? j'avais le master affaires publiques en double Ok. diplôme avec HEC. Ok. Donc, j'avais un peu la double casquette public-privé. Et ensuite, je suis allée dans une start-up dans le secteur de l'éducation, de la formation professionnelle, plus particulièrement, qui propose des formations diplômantes, certifiantes en ligne. Et j'ai fait ça pendant un peu plus de 2 ans. Et Donc là, on est en 2021. On est en 2020. Non, alors entre-temps, je fais divers trucs. Je travaille notamment un peu pour Judaïsme en Mouvement, qui est la grande communauté, une des grandes communautés libérales en région parisienne. Et là, je prends ce travail qui me convenait pour plein de raisons. Et là, il y a quelques mois, l'entreprise fait un plan social, ce qui est malheureux, mais ce qui pour moi était pas plus mal. Ce qui pour moi, en tout cas, ce qui me permet de partir dans des conditions financières mieux que si j'étais partie en claquant la porte. Et du coup, là, j'en suis à l'étape où je me dis que ça va peut-être être le bon moment pour démarrer les études à plein temps. Cut the crap. Et tu peux nous expliquer un peu, donc tu avais un podcast avec Anna Oui. que tu fais toujours ou... Alors donc avec Anna, l'amie avec qui on a donné des cours pendant longtemps, on a aussi fait un podcast effectivement pour le magazine, l'association, parce que c'est un magazine mais plein d'autres choses encore, qui s'appelle Ténois. Et c'était un podcast qui vraiment visait à... Donc Ténois qui signifie... Ténois qui signifie en mouvement, j'ai presque envie de dire en marche, mais non, ouais, c'est cette idée de mouvement. Et donc, avec Anna, on a fait un podcast dont l'objectif était d'explorer des enjeux contemporains à travers l'angle des textes de la tradition juive, donc à la fois Torah, Talmud, même des textes postérieurs, de grands commentateurs, de grands sages, même de philosophes juifs. Et donc on a fait des épisodes sur divers sujets. Un épisode par exemple sur le végétarisme. Est-ce que c'est quelque chose de juif d'être végétarien? On s'est demandé. C'est très intéressant, mais je vous invite à écouter ce podcast. Et sur d'autres sujets, sur les réseaux sociaux, sur... Donc Ténois sur quoi? Spotify, Deezer? Sur Spotify, sur toutes les plateformes. Apple Podcast. Je sais pas si on a le droit de faire de la pub. On fait ce qu'on veut. Donc vraiment sur toutes les plateformes, ouais. D'accord. Et là, on a fait ça. On a aussi fait une émission sur RCJ pendant 2 ans. Donc au début, c'était sur la paracha. Et ensuite, donc la portion hebdomadaire de Torah. Et ensuite, on l'a plutôt orienté pour la 2e saison sur, pareil, ce principe de réfléchir à des grandes questions et y répondre en mobilisant les textes de la tradition juive. Et donc à chaque fois, on se posait une question et on y répondait, et chacune prenait un côté. On répondait l'une par oui et l'autre par non, et on essayait de nourrir notre conversation par des textes juifs, textes de la tradition juive. Voilà. Et ça, on a fait ça jusqu'à là, il n'y a pas longtemps. Et là, on est en pleine réflexion sur ce qu'on fait après. Voilà. D'accord. Mais en tout cas, c'est des sujets qui continuent de nous passionner. Et moi, je pense vraiment qu'il y a un enjeu qui est réel de permettre à des gens qui sont pas forcément très pratiquants, de leur permettre de se rendre compte que les textes, les traditions du judaïsme ont une pertinence aujourd'hui, peuvent les aider à penser le monde qui les entoure, le monde actuel. Et donc, est-ce que ça veut dire qu'on peut être juif et athée? Tu parlais de ton expérience, de ta famille qui est très très assimilée. Est-ce qu'on peut être juif sans pratiquer? On peut être juif et sans pratiquer, totalement. D'ailleurs, en Israël, il y a énormément de gens qui sont complètement laïques, qui n'ont vraiment quasiment aucune pratique. Et c'est également vrai dans la diaspora. On peut être juif sans pratiquer. En fait, le judaïsme, et d'ailleurs, c'est
souvent là, une source de malentendus avec des gens qui sont qui ont d'autres religions, pour qui la religion, c'est avant tout une affaire de foi, de croyance. En fait, le judaïsme, c'est pas ça, ou en tout cas, c'est pas que ça. C'est-à-dire que c'est une culture, c'est un peuple, c'est une langue, l'hébreu, et des langues d'ailleurs, parce que c'est aussi le yiddish, le ladino, et plein de langues juives de par le monde. C'est une musique, c'est une littérature, c'est des rites. Philosophie de Ce la sont vie. des rites, une philosophie de la vie pratique, une philosophie... Si tu devais résumer en quelques mots les valeurs que véhicule le judaïsme, en tout cas pour toi. Je dirais l'égale dignité de chaque personne, de chaque être humain. Il y a l'idée que les hommes sont créés à l'image de Dieu et que, à ce titre-là, ils ont tous la même dignité. Et ça, c'est une idée, quand on l'a dit comme ça, on se dit, bah oui, bon, ok. Mais en même temps, quand on croise quelqu'un qui est sans abri, est-ce qu'on le regarde de la même façon que si on croise Shakira ? Pas forcément. Et en fait, on devrait. C'est dit de façon un peu caricaturale, mais c'est un peu ça l'idée, qu'on doit avoir autant de considération pour chacun. Pour moi, il y a ça. Pour moi, il y a l'idée de responsabilité. On est entièrement responsable de nos actes. Il y a à la fois une responsabilité individuelle, une responsabilité collective, mais en tout cas, il y a une responsabilité individuelle dont on ne peut pas se dédouaner. Est-ce que c'est une valeur de droite ou de gauche ? Je sais pas si ça s'applique comme ça. On pourrait dire, je te vois venir, tu penses que c'est une valeur de droite parce que ça laisse moins de place à la victimisation des gens. En tout cas, il y a l'idée que on est responsable de nos actes, on est pleinement responsable de nos actes. Je sais pas si c'est de droite ou de gauche, je crois pas que ce soit l'un ou l'autre. Donc il y a la responsabilité, la liberté. Je pose cette question parce que c'est vrai que quand on aborde le sujet de la responsabilité et du fait qu'on est un peu responsable et maître de son destin, on a parfois des réactions qui justement, des réactions politisées. Oui, mais tu vois, je pense qu'il y a une différence entre dire on est maître qu'on est responsable de nos actes et dire que quand on veut, on peut, de façon absolue. Je pense pas que le judaïsme nous dise ça. Je pense pas que le judaïsme nous dise tout est question de volonté, allez, on se prend en main, et c'est pas parce que t'es né dans telle circonstance que tu peux pas devenir Steve Jobs. Je pense pas que ce soit le message du judaïsme. Je pense que le judaïsme, c'est une exigence de, à chaque instant, faire les choses en conscience et être capable, en fait, voilà, peut-être que c'est ça l'essence. Être capable de prendre de la distance avec ses propres désirs, ses propres pulsions, pour respecter le désir de l'autre et pour respecter l'existence de l'autre, en fait. Et en fait, ça, c'est vraiment l'idée que... Et d'ailleurs, de tous les commandements, y compris, pour moi, les commandements, par exemple, les restrictions alimentaires. Il y a plein de gens qui disent, mais pourquoi tu manges pas de porc ? Tu crois que le ciel va te tomber sur la tête ? Moi, je suis là, bah non, je suis pas non plus idiote. Je ne pense pas que le ciel va me tomber sur la tête ou que je vais me faire punir comme ça si je mange ce morceau de jambon. Mais je pense que l'idée, c'est d'apprendre à vivre en se mettant des contraintes, à vivre en se mettant des restrictions, et que c'est un entraînement qui vise à nous permettre d'être dans cette attitude pour tout. Et en fait, c'est... Justement là-dessus, bon, ma grand-mère est juive ashkénaze, très assimilée, limite en rejet de la religion, mais aussi de tout ce qui a trait de peu ou de loin, de près ou de loin, au peuple juif, à la culture juive. Et quand je lui expliquais le caractère un peu, le côté un peu discipline de la cacheroute, des prières, des choses un peu qui peuvent paraître inutiles, procédurières, pas intéressantes. Même un peu
comment dire, Abrutissante. superstitieuse. Il y a Ouais. des gens pour qui c'est un peu superstitieux, quoi. Elle me dit, mais fais un jogging tous les jours à 8 heures. Et c'est Oui. pareil. Pourquoi tu t'emmerdes à pas bouffer de porc, à respecter le lait, de frigo, truc machin. Impose-toi d'autres disciplines si tu veux. Lis un livre tous les jours, 1 heure, impose-toi d'aller faire du sport, de manger équilibré. Mais pourquoi t'imposer Pour elle, c'était vraiment moyenâgeux. Je comprends. C'était Pour moi, vraiment... moi j'ai 3 réponses à ça. La première, c'est que effectivement, t'as quand même une marge, en tout cas c'est le point de vue du judaïsme libéral, mais de réinterprétation des lois pour les rendre pertinentes pour toi. Donc par exemple, moi en ayant une réflexion sur la cache-route, je me suis dit, bah voilà, pour moi, aujourd'hui, les restrictions alimentaires qui ont du sens et qui correspondent à cette démarche de se restreindre, et aussi dans le cas de la cache-route, c'est aussi se restreindre, pas seulement pour s'autodiscipliner, mais aussi pour intégrer le fait que le monde ne nous appartient pas, qu'on peut pas tout en prendre. Bref, que aujourd'hui, pour moi, ce qui avait du sens, c'était d'arrêter de manger de la viande, puisque, voilà, à la fois pour des raisons d'éthique, de souffrance animale, et des raisons environnementales, d'impact de l'élevage sur l'environnement. Et donc j'ai décidé, en fait, mais à partir d'une réflexion sur la cache-route, j'ai décidé d'arrêter de manger de la viande. Alors j'aurais pu arriver à cette conclusion sans passer par la case cache-route, mais le fait est que ça n'a pas été le cas. Et je pense que quand on attribue un caractère sacré à une règle qu'on se donne, on la tient mieux quand même, généralement. Moi, franchement, par exemple, j'ai jamais réussi à faire un régime. Bon, enfin, jamais non plus essayé comme une folle, mais de façon générale, j'ai un peu du mal avec le fait de me discipliner. Je pense que c'est le cas de pas mal de monde. C'est difficile un peu de se forcer à faire des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire. Et le fait que ça soit dans le cadre de quelque chose de sacré, de quelque chose qui nous dépasse, aussi que ce soit quelque chose que des générations et des générations ont fait avant nous, mais je crois que ça donne une force, et ça nous donne une force pour continuer, pour s'accrocher à ces pratiques, à cette discipline. Et je pense que le troisième élément que je voulais mentionner, c'est justement cette filiation, le fait qu'en en étant fidèle en fait à ces commandements, on est aussi fidèle à un héritage et voilà, un immense héritage de ceux qui nous précèdent. Et ça, je trouve ça... En tout cas, moi, ça me parle. Ça parle pas forcément à tout le monde. Mais c'est vrai que moi, ça me parle. Par exemple, quand je suis allée étudier à Jérusalem, à Pardes, le directeur de la yeshiva nous a accueillis le premier jour en nous disant d'où que vous veniez, que ce soit de Pologne, du Yémen, de Russie, enfin d'où que vos ancêtres viennent, c'est certain que si vous remontez à quelques générations, il y aurait un de vos ancêtres qui vous regarderait aujourd'hui étudier à Jérusalem et qui trouverait ça incroyable et qui serait extrêmement heureux. Et moi, je pense que dans ma famille, il faut remonter pas mal parce que finalement, ils ont laissé tomber la pratique assez tôt. Mais pas non plus tant que ça. C'est-à-dire qu'à l'échelle, quand on pense à l'échelle de l'histoire juive, même si depuis, disons, la moitié du 19e siècle ou fin du 19e siècle, il y a eu progressivement un détachement de la pratique, ça représente quoi, 150 ans à l'échelle de 2000 ans. Donc en fait, c'est rien. Enfin, on se dit, c'est rien du tout. Et voilà, est-ce que c'est moyenâgeux ? Il ne tient qu'à nous que ça ne le soit pas, je pense. Mais pour ça, il faut réinvestir de sens. C'est-à-dire que moi, je comprends d'ailleurs quand j'étais pas encore du tout dans cette démarche, typiquement quand j'étais au lycée, que j'avais cette amie juive qui m'invitait parfois, qui voulait un peu me ramener vers le judaïsme, j'avais un esprit hyper critique. Je lui disais tout le temps, mais je sais pas, tout ce que vous faites pas à Shabbat, c'est un peu ridicule, quoi. Pourquoi vous utilisez pas l'électricité ? Tu peux bien faire le code, oh là là, bon. Et donc je comprends qu'on puisse se dire ça, mais je pense que toute la question, c'est quelle est la réflexion qu'on met derrière ? Et pour moi, derrière, il y a des principes qui sont hyper importants pour qu'une société fonctionne bien, d'être dans une société où chacun est capable de se mettre un peu en retrait, de mettre un peu ses désirs en retrait pour faire de la place à l'autre.
Et je le vois, par exemple, j'y pense, je te jure, j'y pense quand je suis à vélo dans Paris ou en trottinette. Et les gens, en fait, veulent passer devant tout le monde et sont prêts à se mettre en danger, à mettre les autres en danger pour être les premiers à passer. Et même moi, parfois, j'ai cette pulsion. Enfin, parfois, je sens que j'ai cette pulsion et je me dis, non, il faut que je maîtrise cette pulsion parce qu'elle est mauvaise, en fait. Et pour moi, alors je sais pas si c'est lié à une pratique du judaïsme, je pense qu'on n'est pas obligé d'être juif pour avoir cette attitude éthique, mais je pense qu'en tout cas, le judaïsme vise à inculquer cette attitude-là. Et pour Ok. revenir à ta question de c'est quoi les grandes valeurs du judaïsme, je dirais aussi qu'il y a quand même l'idée qu'on doit être solidaire avec les personnes les plus vulnérables de la société. Et dans la Torah, ça c'est répété une trentaine de fois, presque 40 fois. Tu aimeras l'étranger comme toi-même, ou bien tu n'opprimeras point l'étranger, donc c'est pas toujours formulé de la même façon, mais cette question d'accueil de l'autre, d'accueil de l'étranger, elle est quand même hyper importante. Et également la solidarité vis-à-vis de la veuve, de l'orphelin, et de façon générale, en fait, on comprend des personnes les plus vulnérables. Il y a tout un système de commandement qui vise à organiser une société solidaire et un filet de sécurité pour que ces personnes-là puissent vivre dignement. Et ça, pour moi, c'est... Alors ça, c'est peut-être de gauche. Je pense qu'on ne peut pas dire que le judaïsme soit de droite ou de gauche. Non. Et justement, alors comment on fait pour perpétuer l'esprit juif? On parlait tout à l'heure de l'importance de la religion, de la spiritualité, de la pratique. Certaines personnes pensent que si on arrête de prier, de faire toutes ces tâches qui, pour certains, semblent répétitives, procédurières, dénuées de sens, en fait, dans quelques centaines d'années, il n'y aura plus de judaïsme, plus de peuple juif. Est-ce que tu penses qu'il faut quand même rester un peu conservateur, traditionnaliste? Est-ce que tu penses qu'on peut transmettre? Je pense qu'il faut trouver un équilibre, en fait, parce que je pense que promouvoir une pratique qui, justement, comme tu le dis, semble procédurière, voire superstitieuse, parce que on n'y met pas du sens, bah, franchement, c'est l'échec assuré au bout d'un moment. C'est-à-dire que si ce qu'on te propose, c'est une série de rituels, mais auxquels on donne aucun sens, au bout d'un moment, J'ai une les gens question s'en à te poser. détachent. Est-ce que Oui. tu crois littéralement ce qu'il y a dans la Torah? Par exemple, Moïse divise la mer en deux. Tu vois, moi, j'ai rencontré des gens qui étaient, on peut dire, cortiqués, Oui. intelligents, qui semblaient rationnels. J'aime bien le qui semblait. Et je me souviens d'une personne en particulier qui me disait, moi, je crois littéralement Oui. que Moïse a divisé la mer en deux. Il a séparé la mer en deux. Moi, en fait, ça m'intéresse pas tant que ça. En fait, je vais te dire, je me Et donc, pose jamais la toi, question. c'est la Je me pose symbolique. rarement la question. C'est-à-dire que pour moi, ce qui est intéressant dans ces textes, c'est pas de savoir si derrière il y a une réalité historique, mais c'est plutôt ce qu'on y lit aujourd'hui. C'est même pas ce que ça veut dire, c'est le sens que nous, on va y trouver. Et en fait, ce qui était fascinant vraiment dans les cours, les études qu'on a animées avec mon amie Anna pendant des mois et des mois, c'était que on lisait, donc on était 15-20, parfois plus, parfois moins. Et à chaque fois, on lisait le même texte. Et les gens étudiaient ensuite en petits groupes, ce qu'on appelle la chavruta. C'est une façon d'étudier qui est traditionnelle dans le monde juif. Donc, on se met à 2-3 et on lit le texte ensemble, on se pose des questions, etc. Et après, chaque groupe partageait leurs réflexions avec le reste des participants. Et à chaque fois, il y avait des idées hyper variées et des idées auxquelles nous, alors qu'on avait quand même lu beaucoup le texte, ses commentaires, etc., on n'avait pas pensé. C'est-à-dire que chacun vient avec son parcours, son profil, ses centres d'intérêt, parfois son métier, enfin, avec qui il est, qui elle est, et lit ce texte à travers ce prisme. Et il en ressort des choses, en fait, on fait ensemble accoucher le texte de plein de sens différents. Et en fait, c'est ça que je trouve merveilleux. Et c'est ça, pour moi, c'est ça qui est extraordinaire. Après, on pourrait le faire avec d'autres textes. C'est-à-dire que, par exemple, un de mes podcasts préférés,
confession, c'est un texte qui s'appelle Harry Potter and the Sacred Text. Et c'est un podcast dans lequel les deux hosts, les deux animateurs, échangent autour du texte de Harry Potter. Chaque épisode du podcast correspond à un chapitre. Ils ont tout couvert. Ça a duré longtemps. Et à chaque fois, à partir du texte, ils se posent des grandes questions philosophiques. Et en fait, leur idée, donc c'était 2 étudiants de Harvard, justement, on en parlait tout à l'heure, de la Harvard School of Divinity, donc, qui ont beaucoup étudié les religions, les pratiques religieuses en matière d'interprétation, d'exégèse des textes, et qui se sont dit, on va appliquer ces techniques d'exégèse à un texte que nous, on aime et qui nous parle, qui est Harry Potter. Et c'est une façon de rendre ce texte sacré. Parce que le texte, il est sacré dans la mesure où il nous parle et dans la mesure où on le fait parler. Donc, et la Torah, pourquoi plus la Torah qu'un autre texte quand même ? Je pense que la Torah, en fait, elle est pleine d'histoires, pleine de vide aussi. En fait, elle est pleine de... Il y a plein de choses qu'elle ne dit pas, et donc il laisse beaucoup de place à l'imagination et au questionnement. Et à la remise en cause. Et à la remise Pour en moi, cause. c'est aussi l'une des valeurs du judaïsme. C'est vrai, bien sûr. Cet auto-questionnement, Ah oui, cette remise en question perpétuelle de ce qu'on connaît ou de ce que l'on croit connaître. D'ailleurs, c'est parfois épuisant. Ouais. mais oui, mais en même temps très stimulant. Et... Ouais. Oui, c'est sûr. Moi, c'est vrai que pour moi, le judaïsme et les valeurs que ma grand-mère a pu me transmettre, c'est à la fois une quête d'excellence. Il y a toujours cette idée d'aller vers le meilleur, de chercher à être... Enfin, il y a vraiment cette notion d'exigence avec soi-même. Mais sur le plan quoi ? Sur le plan professionnel des Intellectuel, études ou éthique, morale ? Non, les deux, c'est-à-dire qu'il y a toujours l'idée d'être meilleur et en fait de donner le meilleur de soi-même. Parce que peu importe ce que tu fais, oui. ton travail, la vaisselle, peu importe, Un tu perfectionnisme. dois être au top. Au top. C'est intéressant parce que je pense, mais bon, je pense que c'est un trait caractéristique peut-être plus des juifs assimilés, dans la mesure où, mais je me base pas sur des faits, mais plus sur une intuition, hein, mais dans la mesure où, en tout cas, les juifs, par exemple, je prends l'exemple de ma famille, d'ailleurs des deux côtés, mais par exemple côté français, pendant très longtemps, ils n'ont pas eu la nationalité française, ils ont été discriminés, ils pouvaient exercer que certains métiers, ils étaient un peu comme ça à la marge de la société. Et tout à coup, on leur donne les mêmes droits que les autres. Et donc, eux, ils ont été tellement reconnaissants. Et donc, ils voulaient être à la hauteur de ce cadeau qu'on leur a fait, de ce qu'ils percevaient comme un cadeau. Maintenant, on se dit que c'est normal, mais ce qu'ils percevaient comme un grand cadeau. D'accord. Et je pense... C'est intéressant. Et ça est lié aussi avec une peur, quand même, d'être à nouveau discriminé et d'être à nouveau persécuté, où on se dit, en fait, peut-être que si je suis au top, quelque part, ça me protège. Soit si j'ai plein d'argent, enfin de l'argent, du pouvoir, du prestige, en cas de malheur, le meilleur coordonné du village, ça va me protéger. Peut-être qu'on va moins me dégager. On va moins me dégager. Et c'est une intuition que j'ai sans que je puisse apporter de références, de travaux d'historiens, de sociologues, etc. Mais je dirais que ça a à voir, peut-être plus qu'avec avec les textes du judaïsme, où ce qui importe avant tout, c'est d'être au top dans le respect des commandements et notamment de l'éthique, d'être une personne très morale, qui étudie beaucoup la Torah. Alors, c'est sûr qu'il y a la valeur de l'étude, mais dans les commandements, enfin dans le monde traditionnel, l'échelle de valeur, on va dire, le mec qui était le plus stylé, c'était celui qui était le plus érudit en matière de Torah. Quand je dis Torah, c'est au sens large, c'est aussi beaucoup le Talmud. Pas celui qui gagnait le plus d'argent. Donc, ouais. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un truc une tradition d'étudier, une tradition de, on dit, le peuple du livre, et ça, c'est certain que ça traverse tout le monde juif, et pour le coup, c'est inscrit dans nos rites, c'est inscrit dans nos textes. Après, le côté être hyper successful, socialement, financièrement, etc., je
je pense, j'intuite que c'est plus un truc lié à l'assimilation. Ok. Parce qu'effectivement, et ça me permet d'aborder un autre point. Aujourd'hui, dans le monde, les Juifs représentent environ 0,2% de la population mondiale. Pour autant, 20% des prix Nobel sont juifs. Quand tu prends le classement Forbes des 400 personnes les plus riches du monde, on n'est pas sur 0,2%. Oui. En fonction des années, on est entre 60 et 100 personnes du classement qui sont Ok. considérées comme les plus riches du monde. Oui. Comment est-ce qu'on explique cette supériorité, entre guillemets, ou cette C'est la surreprésentation surreprésentation. Il n'y a pas de supériorité. Tu vois, c'est... Oui. Alors, Je comprends. il y a plusieurs théories qui ont été avancées. Oui. Tu as notamment Cécile Roth qui explique que, en fait, même il y a plusieurs siècles, quand tout le monde était paysan, les Juifs sont dans la finance, la médecine, les arts, l'artisanat. Oui. Comment t'expliques ça? Cécile Roth explique que, en fait, au Moyen-Âge, cultiver la terre était interdit aux Juifs. Oui. Sauf que cette théorie, elle ne tient pas, parce que quand tu regardes bien avant le Moyen-Âge, il n'y a aucune interdiction, et pour autant, tu as déjà une très large majorité de Juifs qui sont dans la médecine, les arts, la finance. Donc cette théorie, elle est remise en cause. Il y a une autre théorie de Gary Becker, qui lui explique que, en fait, les Juifs étaient, donc, comme on le sait, très régulièrement victimes de pogroms et de violences, et que donc, en fait, le peuple juif a très vite investi dans l'éducation plutôt que dans les terres. Pareil, cette théorie, elle tient pas trop, parce que tu as plein de communautés, les Amish, les Samaritains, qui ont été persécutés, et pour autant, elles sont pas du tout surreprésentées dans ces métiers-là. Et il y a une troisième théorie qui dit, donc ça c'est Max Weber, il dit en fait, le fait d'observer strictement les lois juives t'empêche de travailler la terre. Pareil, cette théorie, elle est un peu remise en cause, dans la mesure où tu as plein de communautés qui sont très strictes dans l'application de la religion, et pour autant, ils ne sont pas surreprésentés, tu vois. Donc du coup, comment est-ce qu'on peut expliquer cette surreprésentation? Je viens de lire un livre qui est passionnant, de Zvi Eckstein et de Botticelli, dans lequel, en fait, ils sont remontés jusque vraiment l'année 240, enfin vraiment au tout début, vraiment de... Et ces deux auteurs expliquent, en fait, il y a eu un shift à un moment donné. La majorité des Juifs étaient dans l'agriculture, étaient des paysans. Et on ne sait pas pourquoi, à un moment donné, les communautés juives prennent la décision d'imposer aux pères de faire étudier la Torah à leurs fils. Et en très court, selon les deux auteurs, c'est un peu ça qui expliquerait le shift, tu vois, vers J'ai compris. Oui. le peuple Je comprends. du livre, le savoir. Bah, alors, le devoir d'enseigner à ses enfants, à ses fils ou à ses enfants, filles compris, selon l'interprétation, mais le devoir d'enseigner la Torah et le Talmud, ils sont présents dès le début. C'est-à-dire que le devoir d'enseigner la Torah, il est mentionné dans la Torah. Et le devoir d'enseigner le Talmud, c'est pareil, c'est dans le Talmud, il y a écrit voilà, qu'il y a des passages où sont mentionnés et développés l'idée selon laquelle ça fait partie des devoirs parentaux d'enseigner à ses enfants. Et dans le Talmud, voilà, le devoir d'étudier existe aussi. Donc c'est à la fois d'enseigner et d'étudier. Donc ça, et le Talmud, ça date, grosso modo, la compilation du Talmud, c'est 6e siècle à peu près. 500 et des poussières. Donc ça existe depuis... Et puis la Torah, c'est pour le coup moins... si je veux à très gros traits, c'est moins 1000, quoi. Donc ça remonte. Donc je pense que ça, déjà, sont inscrits dans nos textes, dans nos traditions depuis des siècles et bien avant le Moyen-Âge, ce devoir d'étudier les textes. Ensuite, je pense que les textes, notamment le Talmud, c'est un texte qui est très complexe.
et qui demande une vraie gymnastique intellectuelle. Enfin, l'étude du Talmud, c'est une étude qui demande particulièrement d'agilité intellectuelle, un peu comme les maths, par exemple, comme le droit. C'est très abstrait, on manie plein de concepts, on relie plein d'idées et de textes qui ont en apparence pas beaucoup de rapports les uns avec les autres. Donc ça implique plein de pratiques intellectuelles qui en fait développent des capacités cognitives assez C'est ce que intéressantes. les auteurs expliquent très bien. Mais C'est-à-dire ça, qu'en fait, quand ouais. les sociétés se transforment et qu'on a besoin de plus en plus de financiers, de médecins, etc., en fait, les juifs sont déjà prêts. D'avocats. Exactement. C'est vrai que l'étude, enfin moi je l'ai découvert vraiment sur le tard, mais l'étude du Talmud, c'est... Enfin, moi qui adorais le droit à Sciences Po et tout, ça m'a ravie parce que Ouais. c'est des raisonnements où tu fais des raisonnements hyper abstraits. Et donc, oui, je me dis, c'est pas un hasard, par exemple, s'il y a plein de juifs dans le secteur juridique. Mais je pense que, de façon générale, tous les domaines qui demandent un esprit d'abstraction, effectivement, avoir une tradition d'étude du Talmud, ça y prépare d'une certaine façon, même si ce n'était pas le but. Et après, je pense qu'effectivement, le fait d'une part d'être exclu de certaines professions, et notamment celles qui travaillent la terre, parce que quand même ça a été le cas, c'est quand même sûrement un facteur d'explication. Je pense aussi l'histoire d'être persécutés. Quand même, les Juifs ont été persécutés, mais ça a eu pour effet qu'ils ont beaucoup bougé. C'est le Juif errant, enfin cette idée-là qu'en fait, ils sont allés au gré des persécutions, ils ont changé d'endroit. Et là, il vaut mieux avoir une profession que tu peux emporter dans ta valise que d'avoir une terre, que d'avoir un revenu qui dépend de la terre dans laquelle tu habites. Donc ça, c'est certain. Et après, je pense que aussi le fait qu'il y ait des juifs dans plein d'endroits, pour le commerce, c'est certain que ça a favorisé l'activité commerciale chez les juifs, parce que si tu as de la famille, par exemple, quand il y a eu beaucoup de juifs qui se sont, après l'expulsion des juifs d'Espagne et du Portugal, beaucoup de juifs qui sont partis en Amérique du Sud. Et donc, ce qui a favorisé le développement d'activités commerciales. Donc, je pense que... Ouais, et puis la finance, c'est aussi parce que l'usure était interdite aux chrétiens. Donc, je pense qu'il y a il y a un faisceau d'éléments... Oui, c'est complémentaire. C'est c'est il n'y a pas une théorie qui... Ouais, je pense que c'est tout ça qui fait que les juifs se sont plutôt focalisés sur des professions plutôt intellectuelles. Et ce qui est étonnant, et ce que les auteurs n'expliquent pas, c'est que vraiment, avant même la transformation des sociétés vers... Je me souviens plus de la date, mais c'est vraiment très tôt. Mais très tôt, avant... En l'an 470, enfin vraiment quelque chose comme ça, Oui, tu vois. oui. Il y a ce shift-là, et pour autant, il n'y a aucune incitation financière. C'est-à-dire que du coup, les communautés imposent au père, et donc d'ailleurs, il y a un certain nombre de conversions qui s'opèrent, c'est-à-dire que les gens se disent, ah, mais attends, si je mets mon fils à l'étude, il sera plus dans les champs. Oui. Donc il y a une perte de revenus, Oui. donc il y a un coût d'opportunité qui est très grand. Oui. Et en fait, les auteurs n'arrivent pas à expliquer pourquoi. Il y a vraiment ce shift, alors peut-être que c'était indiqué dans les textes, mais en tout cas, c'était pas présent. Oui. Et c'est vraiment, ça devient une obligation. C'est-à-dire que ceux qui n'envoient pas leurs enfants... Je sais que... Alors, ça me rappelle un article qu'avait écrit Noémie Benchimol, Issan Benchimol, qui est qui fait un doctorat en ce moment et qui est très présente sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, et qui écrit régulièrement pour Ténois, donc ce magazine que je mentionnais tout à l'heure. Et on avait fait un numéro de Ténois sur l'éducation. Et Noémie Benchimol avait écrit un article sur la grande réforme de l'éducation qui s'était déroulée, je sais plus quand exactement, honte sur moi, mais qui en fait, dans laquelle il y avait des éléments qui faisaient vraiment écho à des choses qu'on sait aujourd'hui sur la façon dont l'apprentissage fonctionne. Donc, par exemple, il y avait écrit à ce moment-là, on a dit pas plus de, je crois... donc c'est 12 élèves pour un prof, et s'il y a plus que 12 élèves, on met 2 profs. Ce qui est trop marrant. Enfin, aujourd'hui, c'est incroyable. Alors peut-être qu'elle s'est appuyée sur ses travaux, sur leurs travaux. Mais en tout cas, effectivement, elle disait qu'il y a un certain moment où il y a eu une sorte de grande réforme, mais je crois que c'était même à l'Antiquité, de réforme de l'éducation pour donner accès au plus grand nombre à l'étude. Et avec l'idée aussi que si le père est trop pauvre pour avoir le temps, qu'il est obligé de travailler toute la journée en fait, et qu'il n'a pas le temps d'enseigner à ses enfants,
que la communauté doit prendre en charge. Enfin, je me souviens plus du détail, malheureusement, mais effectivement, en tout cas, ce qui est... Enfin, par exemple, moi, un élément que je trouve qui me fascine, c'est que quand on lit le récit de la sortie d'Égypte, récit dans le livre de l'Exode, si on lit attentivement, on se rend compte que, donc, généralement, ce qu'on sait, c'est qu'il y a les 10 plaies, donc les 10 plaies qui frappent l'Égypte. Pharaon autorise les Hébreux à sortir, Moïse ouvre la mer, les Hébreux sortent, et ensuite, plus tard, Dieu dit aux Hébreux à travers Moïse, vous vous souviendrez de ce qui vient de se passer à travers la fête de Pessah. En réalité, le commandement de se souvenir de la sortie d'Égypte, il intervient avant même que la sortie, effectivement, n'ait lieu. C'est-à-dire que on n'a même pas encore eu la 10e plaie, les 10 plaies n'ont pas encore été infligées, et la mer ne s'est pas encore ouverte, donc les Hébreux se trouvent encore en Égypte, et Dieu dit, voilà ce qui va se passer, et plus tard, vous transmettrez cette histoire à vos enfants et à vos petits-enfants de telle et telle façon. C'est quand même incroyable, c'est-à-dire que le souci de transmission précède l'action elle-même. Et donc, pour moi, c'est vraiment dans la Torah, donc ça, je te dis, c'est de l'ordre de moins 1000, même un peu plus, de ce souci, mais vraiment central, de transmettre. Et donc ça, pour moi, ça explique quand même que des choses soient faites pour permettre l'enseignement, pour favoriser l'enseignement. Donc oui, je pense que si aujourd'hui on retrouve beaucoup de juifs dans des professions plutôt intellectuelles, c'est pour toutes ces raisons. Cut the crap. Et alors, est-ce qu'il faut être fier d'être juif ? Est-ce qu'il faut être fier d'être juif ? Oui, mais ça veut pas dire qu'on se sent supérieur aux autres en même temps. Je pense qu'il faut être fier d'être juif parce que le judaïsme, c'est magnifique. Enfin, c'est des textes magnifiques, c'est une histoire hyper riche, c'est des valeurs, comme je disais tout à l'heure, qui moi, me semblent être de très bonnes valeurs. Et c'est une culture incroyable. Donc oui, moi, je suis plutôt fière d'être juive. Ça veut pas dire que je pense que les juifs sont mieux que les autres. Je pense qu'il y a de tout chez les juifs comme chez tout le monde. Mais c'est un héritage dont on peut être fier, oui. On peut s'en inspirer, il faut s'en inspirer. Il faut. Je suis pas encore rabbin. Quand je dirais rabbin, peut-être que je dirais il faut. J'espère pas, cela dit. Parce que, tu vois, souvent avec ma grand-mère, on évoquait justement son identité juive. Alors ma grand-mère a eu une histoire compliquée pendant la guerre. Et donc c'est peut-être aussi pour ça qu'elle a fait vraiment ce rejet. Mm-hmm. Ils ont fui, les nazis, se retrouvaient à s'entraîner à Lyon, dans le parc de la Goutte d'Or, je crois. La Tête d'Or. La Tête d'Or, la Goutte d'Or, c'est à Paris. C'est à Paris. En fait, ils se préparaient à fuir. Mm-hmm. Et donc, ils marchaient Mm-hmm. devant le parc. Ah oui. Voilà, le père de ma grand-mère est parti en Angleterre après. Et je ne sais pas si c'est ça qui explique que vraiment, dès qu'on parlait, je te dis, de la culture juive, d'Israël, en fait, surtout pas parler d'Israël, ne comprenait pas. Et rejet total. Mm-hmm. Ma grand-mère est pareille. Hein. Ma grand-mère, enfin, ça change un petit peu aujourd'hui, mais globalement, c'est ça. Et donc, ma grand-mère avait des amis juives, plutôt intellectuels de gauche. Mm-hmm. Et ça, c'est très étonnant. C'est-à-dire que la plupart étaient donc très à gauche, ne parlaient pas trop de leur identité juive, la cachaient, mais voire la méprisaient. Mm-hmm. Et ce qui est très drôle, c'est que quand ma grand-mère est décédée il y a 2 ans, l'une de ses meilleures amies, que je salue si elle nous écoute, qui s'appelle Claire Bruyère, qui a fui les Allemands, qui a changé de nom, qui s'appelait Bloch. Quand ma grand-mère est décédée, il y a eu quelques articles sur elle, elle était historienne. Je me souviens, on déjeune avec cette amie, et vraiment, c'était Louis, il faut que tu appelles le journaliste. Il n'a mentionné nulle part le fait que Marianne était juive. Et alors, tu vois, du coup, je l'ai pris un peu, je l'ai bloqué en disant, mais je croyais qu'on s'en foutait de tout ça. Je croyais que ça n'avait pas d'importance, le fait d'être juif.
Et elle me dit non, mais tais-toi, appelle le journaliste, il faut impérativement mentionner le fait qu'elle était juive et ça. Tu vois, pourquoi? Et alors, c'est ce qu'on disait tout à l'heure hors caméra. Pour moi, il y a 3 éléments. Il y a le côté un peu tribal, un peu animal, c'est-à-dire, bon bah voilà, on est juif, nos parents, nos grands-parents, on a toujours fait comme ça, donc on va reproduire ce qu'on connaît. Il y a un côté plus qui reste animal, mais ce besoin d'appartenance. On parlait de la pyramide de Maslow, et donc le fait de se dire, ok, j'appartiens à une communauté, un groupe, c'est rassurant. Il y a un 3e élément qui, du coup, est là plus, je ne sais pas si je peux dire sincère, mais quelque chose d'immatériel. Tu parlais tout à l'heure d'une transcendance. À 22 ans, du coup, tu as cette révélation, entre guillemets. C'est quoi, à ton avis? Est-ce que c'est, toi, par exemple, comment t'expliques que tu as eu cette révélation? Est-ce que c'est parce que tu avais nourri un peu ton âme de cette culture juive? Comment tu répartis un peu, si je te dis, ok, entre le côté genre primaire, ah bah ok, on va à l'église, bah alors moi aussi je vais à l'église, je vais à la Sina, donc je vais à la Sina aussi. Le côté du coup sincère, et enfin le côté plus... Enfin, tu vois, comment t'expliques? Oui. Je pense qu'en fait, ça peut être une émotion sincère de vouloir perpétuer des choses qu'on nous a transmises. Je pense qu'il faut pas le... Comment dire? Le minimiser ou pas considérer ça comme quelque chose de pas noble ou de pas sincère. Je pense que c'est... Moi, j'ai beaucoup réfléchi parce que je voyais beaucoup d'amis qui ont grandi dans des familles plus religieuses que moi et qui faisaient, par exemple, le kidouche, le vendredi soir. Et qui disaient parfois le kidouche sans le comprendre, en fait, sans comprendre ce que ça voulait dire. Et moi, je trouvais ça hyper bizarre et il y a une partie de moi qui me disait, mais complètement superstitieux de faire ça, donc ça n'a pas de sens. Et en fait, si, ça a quand même un sens. C'est-à-dire que le sens que ça a, c'est qu'on refait effectivement ce qui a été fait avant nous. Et donc, de cette façon-là, on s'inscrit dans une chaîne de transmission. Et donc, on s'inscrit dans quelque chose qui nous dépasse. Et même si c'est pas une transcendance divine, c'est quelque chose qui nous dépasse parce que c'est des générations et des générations. Et on se rattache aux générations qui nous précèdent et aux générations qui nous suivent. C'est-à-dire qu'on affirme on prend ce rôle de chaînon, dans une espèce de construction qui nous dépasse et de chaîne de transmission qui nous dépasse. Et ça, je trouve que faut pas le... Voilà, faut... En tout cas, moi, je me suis rendu compte que peut-être qu'avant, je voyais ça avec presque... Peut-être j'ai eu un peu de mépris, ou voilà. Et en fait, en y réfléchissant mieux, je pense vraiment que ça a du sens. Et comment faire pour, peut-être des personnes qui nous écoutent, assumer justement cette identité et cette nécessité de transmettre. Oui. Tu vois, on parlait tout à l'heure de personnes qui sont torturées. Oui. Ils disent, mais est-ce que je suis, bon, 1, légitime, et 2, qu'est-ce que ça veut dire que de transmettre? Oui. Et d'ailleurs, transmettre quoi? Oui. Bah, moi, je pense que la grande force du judaïsme, c'est que, donc toi, tout à l'heure, tu disais répéter à l'identique. On fait ça parce qu'on a toujours fait comme ça. Mais dans le judaïsme, il y a l'idée qu'à la fois on reproduit, mais qu'à la fois on introduit du nouveau. Dans le Talmud, il y a cette notion importante du chidouche, du renouveau, de trouver un nouveau sens. On valorise le fait de trouver un nouveau sens dans le texte, de trouver quelque chose qui n'avait pas encore été décelé jusque-là. Et je pense que dans la façon de vivre les rites, au-delà des textes, il peut y avoir aussi du chidouche. Et que, en tout cas, pour moi, ce que je vise, ou dans la transmission plus tard aux générations futures, mais même pour moi, c'est de répéter des gestes, des rites, et d'étudier des textes anciens, des textes millénaires et des rites millénaires, mais en les réinvestissant d'un sens nouveau. Et donc, ta question, c'était comment on fait pour assumer ça? Je pense que c'est ça. Enfin, moi, ma réponse, ça serait de dire, voilà, d'actualiser en fait le sens de ces rites et de... Mais est-ce que ça veut dire parfois il faut se faire violence? C'est-à-dire, bon, ok, je comprends pas vraiment pourquoi je récite cette prière, mais... Enfin, tu vois, qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, alors, tu peux choisir...
en fait, chacun est libre, c'est-à-dire que chacun peut faire le choix de se dire, voilà, ça n'a pas de sens pour moi, j'y ai réfléchi, je n'y trouve aucun sens, et donc, je veux pas la transmettre. Mais je pense que déjà, ça serait génial si que tout le monde se pose la question, c'est-à-dire se dise, ok, ce rite, qu'est-ce qu'il pourrait me dire aujourd'hui? Si j'y réfléchis, si je me pose 2 minutes et que je réfléchis à son sens, qu'est-ce que ça peut être? Et est-ce que j'y trouve un sens qui me parle ou pas? Et si vraiment j'y trouve aucun sens, bon, bah, je suis pas obligée de... De toute façon, on n'est jamais obligé de rien. L'identité juive, quoi qu'il arrive, en tout cas quand on est dans une famille juive, c'est une identité qui nous est transmise. Donc, même si on n'est pas pratiquant, elle est en nous quelque part. Et oui, non, mon conseil, si je devais donner un conseil pour des gens qui ont envie de se rattacher à leur identité juive et à qui ça parle, mais qui savent pas trop par quel bout prendre les choses, je dirais, ouvrez une Torah ou faites un rite et réfléchissez au sens que ça a, au sens du texte, au sens du rite, et demandez-vous comment vous, ça vous parle. Et c'est pas obligé que ce soit tout d'un coup, tout à coup, je passe de rien à tout, mais plutôt mettez un peu de judaïsme dans votre vie et essayez de voir comment ça résonne avec qui vous êtes. Et ensuite, c'est chacun suit son chemin. Parce qu'en fait, il y a 2 niveaux. Il y a un niveau un peu procédurier, c'est-à-dire je fais le kiddush, ça n'a aucun sens pour moi, je ne comprends pas, mais je le fais. Ce qu'on disait tout à l'heure. Ça a le sens quand même de faire ce que j'ai grandi en faisant. Voilà. Et le deuxième niveau, c'est comprendre le sens. Oui. Et pas simplement réciter. Mais je pense que... Et comment tu fais quand t'es un peu perdu comme ça? Oui. Parfois, je me dis, mais je suis un peu balancé entre mon côté extrêmement rationnel à me dire ça n'a aucun sens, je comprends pas la portée, etc. Comment tu fais? Je pense que il y a certaines choses qu'on comprend vraiment en les faisant, ou en tout cas qui prennent du sens en les faisant. Et d'ailleurs, c'est pas forcément la première fois qu'on les fait que ça prend du sens, mais en les faisant, et on les fait, et tout à coup, un jour, ça prend un sens pour nous. Ou des mots qu'on dit qui n'ont pas forcément de sens. Voilà, les mots de la prière, on les dit sans que ça nous touche particulièrement, et un jour, il y a une phrase qui va nous résonner. C'est ce que des rabbins m'ont dit. C'est en faisant qu'on comprend. Ça, c'est une idée qui est assez répandue, et notamment dans le monde orthodoxe. Enfin, c'est la réponse classique, c'est-à-dire c'est en faisant qu'on comprend. Mais ça, moi, je l'ai vécu. Par exemple, c'est vrai que si tu fais un Shabbat, si tu observes un Shabbat rigoureux, strict, où il y a plein de choses que tu fais pas, globalement, ce que tu fais, c'est manger, parler avec les personnes qui se trouvent en ta compagnie, éventuellement aller se promener un peu, mais sans rien porter, et encore... Bah, en fait, tu vis une expérience qui est quand même particulière et qui t'apprend quelque chose que ne t'aurais pas appris le fait de simplement étudier les lois du Shabbat. Il y a un apprentissage qui est expérientiel, qui passe par la pratique. Après, moi, par exemple, je trouve que il y a aussi... ça doit s'accompagner aussi d'une réflexion. C'est-à-dire que j'ai eu ce débat avec mon ami Émile, dont je parlais, à Kerman, qui est rabbin orthodoxe, sur la prière. Parce que moi, j'ai toujours été assez frustrée quand le moment à la synagogue où on fait les 18 bénédictions, ce qu'on appelle la Hamida aussi, va très vite. Parfois, dans le monde orthodoxe, les gens le disent à toute vitesse, ou que ce soit dans leur tête ou même quand on le fait à voix haute. Et pour moi qui n'ai pas grandi en le faisant, parfois c'est trop rapide pour que j'ai terminé, mais surtout, j'ai pas envie en fait de me dépêcher en débitant à toute vitesse les mots de la prière, parce que j'ai envie de pouvoir les savourer et y mettre du sens, y mettre une intentionnalité en fait, ce qu'on appelle une kavana en hébreu, une intention. Et je trouve que quand c'est trop rapide, en fait, bah, moi je peux pas. Et en même temps, je comprends, c'est-à-dire que si on prie 3 fois par jour, on peut pas passer 1h30 à chaque fois. Enfin, il y a un moment, c'est assez limite. Et donc, il y a un équilibre à trouver. Et je me dis... mais entre faire la prière de façon bâclée et pas la faire, oui. c'est quoi le mieux?
Émile répondait à ça, il vaut mieux la faire de façon entre guillemets bâclée, c'est-à-dire en n'y mettant pas d'intentionnalité. Moi, je dirais, moi par exemple, ce que je fais, c'est que si j'ai pas le temps de finir, je prends une partie de la prière celle qui me parle le plus à ce moment-là, et je la médite, je me la répète, et j'y mets une intention. Et en fait, voilà, mais ça, c'est ma propre pratique. Enfin, chacun trouve sa façon de faire, mais je trouve que... Ou alors, une autre option, ça peut être aussi de lire la prière en amont, ou en tout cas de bien l'étudier pour bien méditer sur son contenu, sur la façon dont elle nous touche, pour ensuite, à chaque fois qu'on la lit, que ça évoque ça chez nous. Je pense qu'il y a un peu un travail préalable qui peut être fait. Et d'ailleurs, c'est particulièrement le cas, par exemple, je trouve, pour les fêtes, les prières qu'on fait juste une fois par an, pour les fêtes Rosh Hashanah, Yom Kippour. Je trouve que c'est bien de se préparer à l'office, de ne pas aller à l'office comme ça, sans avoir lu les prières avant, mais de les lire avant pour vraiment que ça infuse, d'avoir le temps de se questionner dessus, etc. Parce qu'ensuite, l'office, il passe et ça va à toute vitesse et ça peut finir par être frustrant, quoi. Mais c'est des vraies questions et il n'y a pas de réponse simple, en fait. Il n'y a pas de réponse simple. Je pense que... En tout cas, ce qui est important, c'est que chacun se les pose. Enfin, ceux, en tout cas, qui veulent se les poser. Mais déjà, le fait de se les poser, déjà, le processus est intéressant en lui-même. Cut the crap. Toi, demain, si tu deviens rabbi, tu le ferais où? À Paris? Aux États-Unis? Je vais exercer, enfin, je me vois plutôt exercer, en tout cas aujourd'hui, plutôt en France, parce que c'est là que je me projette, parce que ma famille est ici, mes amis sont ici, et aussi parce que je pense que, enfin, ça s'inscrit, c'est-à-dire que, comme je disais, j'ai une histoire familiale du côté de ma mère, en tout cas, de juifs français très assimilés, très amoureux de la France. Et il y a eu une sorte de rupture brutale pendant la guerre avec la Shoah. Je pense que ça participe d'une sorte de tikkun, de réparation, de revenir à une identité juive et française réconciliée, en quelque sorte. Mais bon, la vie est longue, donc je sais pas, ça c'est ce que je dis maintenant. Peut-être que je serais amenée justement, ta famille qui est donc très assimilée, comment ils voient ton retour assez fort? Parce que devenir rabbin, c'est... Ça dépend un peu de qui. Quand j'ai dit à ma grand-mère que j'envisageais de faire des études rabbiniques, elle m'a dit « catastrophe !» Comme ça, avec cet air de drama queen. Oui. Mais depuis, elle s'est quand même... Bon, et je comprends, je dis ça, j'en ris un peu, mais je comprends aussi pourquoi. C'est-à-dire que pour elle, vraiment, le judaïsme, c'est associé à des très mauvais souvenirs, quoi. C'est associé au fait d'être une enfant cachée. C'est horrible, c'est les persécutions. Et en plus, je pense que pour elle, voilà, ses grands-parents, ses arrière-grands-parents qui étaient venus d'Alsace, et c'est un peu le bled, quoi. Donc il y a un truc pas très chic. Mais bon, je pense qu'elle a pas mal évolué là-dessus. Ça lui parle pas énormément non plus, on va pas se mentir. Je pense ça lui aurait plus parlé si j'étais devenue inspectrice des finances. mais bon. Et mes parents... mais en même temps, elle me soutient. Non, mais en même temps, elle me soutient, je veux pas. Et moins stimulant intellectuellement, ça, je sais pas, je suis pas inspectrice des finances. Mais différemment, on va dire. Et mes parents, alors, je pense que ma mère, pendant assez longtemps, ça la rendait plutôt perplexe parce qu'elle m'imaginait pas faire ça. Mais bon, elle se dit, je crois que c'est pareil, elle s'est un peu habituée à l'idée, elle se dit pourquoi pas après tout. Mon père, il adore. Ah ouais. Mon père, je pense que mon père, ça lui parle plus. D'ailleurs, en fait, maintenant, mon père depuis quelques années, lui-même s'est pas mal investi dans la communauté juive libérale à Toulouse, qui s'est un peu développée par rapport au moment où nous, on était arrivés. Et voilà,
je crois qu'il est même dans le conseil d'administration, je veux pas dire de bêtises, mais en tout cas, il a un rôle dans la communauté. Par exemple, c'est lui qui a chanté ces dernières années le Kol Nidre, qui est le chant par lequel on entre dans Kippour. Donc oui, lui, je pense qu'il a peut-être une appétence spirituelle un peu qui rejoint la mienne et ça lui parle. Ok. Il dit à tous ses amis que ma fille va être rabbin, ma fille va être rabbin. Donc, Ouais. c'est un peu tôt. Mais non, ouais, je pense qu'il en est plutôt fier. En tout cas, ma famille dans l'ensemble me soutient et même ceux à qui ça parle pas, parce qu'il y a quand même des gens à qui ça parle pas, franchement, la plupart même, quand même, ils me soutiennent et ils trouvent ça chouette. Une dernière question sur le rapport à l'écologie. Mhm. On en avait parlé un petit peu. Comment, et est-ce que toi, dans la Torah, tu as trouvé des passages qui nous permettent de répondre aux enjeux qui sont les nôtres? Tu me lances sur ça, il faut faire un autre podcast. Parce que c'est en fait, moi, ça me passionne. C'est vraiment un des sujets qui me passionne le plus parce que j'ai beaucoup de réflexions sur l'écologie depuis quelques années. Et évidemment, comme je suis passionnée par les textes de la tradition juive, tout de suite, j'ai cherché une intersection. Et donc, c'est des sujets que j'aime beaucoup explorer. La réponse est oui. Il y a des textes dans la Torah, dans le Talmud, qui peuvent être des sources d'inspiration et de réflexion sur notre rapport au monde et à l'environnement. Après, la Torah n'est pas un manifeste écolo. Il ne faut pas chercher à faire dire à la Torah ce qu'elle ne dit pas. Mais voilà, il y a des choses... je peux t'en citer 2-3, mais sinon, ça pourrait vraiment être très long. Mais par exemple, pas beaucoup de gens savent que Adam et Ève étaient végétariens. Donc les premiers humains ont été créés végétariens dans le récit biblique. Et c'est seulement plus tard, donc seulement après le déluge, que Dieu donne l'autorisation à l'humanité de consommer de la chair animale. Donc ça déjà, c'est assez intéressant. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Quelque chose qui est aussi qui matière à réflexion, le fait que à la fois, donc il y a 2 récits de la création dans la Torah. Il y en a un qui est dans le premier chapitre de la Genèse et l'autre qui est dans le deuxième chapitre de la Genèse. Et les deux, c'est assez intéressant, on peut jouer au jeu des 7 différences. Il y a des différences. Et notamment, dans le premier chapitre de la Genèse, Dieu s'adresse au premier humain, à Adam, en disant d'ailleurs, et à Ève, en disant prourvou, donc croissez et multipliez, et soumettez la terre, dominez-la. Donc il y a une notion de... L'homme est dans une position de domination vis-à-vis du reste de la création. En revanche, quand on se plonge dans le deuxième récit de la création, ce qui est dit est assez différent, puisqu'on y lit que l'homme est placé par Dieu dans le jardin d'Éden pour qu'il le travaille et pour qu'il le garde, pour qu'il le protège. Donc il y a aussi cette notion de protection de l'environnement. Et donc il y a cette tension dès le départ entre à la fois... vous avez un rôle, une place particulière dans la création et à la fois, vous devez la protéger. Donc ça, voilà, par exemple. Mais je pourrais vraiment en parler pendant des heures et j'en profite pour signaler que Judaïsme en mouvement a créé une sorte de séminaire mensuel ou de laboratoire d'idées qui se réunit mensuellement autour des questions judaïsme et écologie. Et à chaque fois, il y a un intervenant qui est souvent juif, mais qui n'est pas là pour parler de judaïsme, mais plus d'un sujet lié à l'environnement. Donc par exemple, la dernière fois, Emma Aziza, qui est une grande hydrologue, est intervenue sur les questions d'eau. Et en plus, cette intervention se fait en dialogue avec quelqu'un, donc en l'occurrence c'était moi, qui vient apporter des sources juives sur le sujet abordé. Donc en l'occurrence c'était sur l'eau. Et c'est une conversation qui est passionnante. Il y a aussi un moment d'étude auquel toutes les personnes présentes participent en chavruta, comme je l'évoquais tout à l'heure. Et vraiment, c'est une super rencontre. C'est des super rencontres. Tu l'as documenté? Ça a été filmé. Ouais. Je ne sais pas si le film est disponible et où il est disponible. En tout cas, pour en savoir plus sur cette initiative, ça s'appelle La Manne, donc M-A-2-N-E, La Manne.
et c'est une initiative de Judaïsme en mouvement. Donc, si nos auditeurs et auditrices sont intéressés, ils peuvent se rendre sur un moteur de recherche, taper l'Aman Judaïsme en mouvement, et ils pourront trouver les dates des prochains rendez-vous. Et c'est toujours des rencontres qui sont passionnantes, voilà, et auxquelles j'ai participé avec plaisir. Et vraiment, je pense que c'est justement typiquement pour penser ce genre de sujet qui est un sujet, voilà, qu'on peut pas éviter, que l'apport des textes du judaïsme est intéressant. Évidemment, ça peut pas être que ça. C'est-à-dire que c'est pas juste en lisant et en interprétant la Torah qu'on va résoudre les problèmes écologiques. Mais ça peut nous inspirer. En fait, ça peut nous inspirer dans nos pratiques à nous, au quotidien. Justement, on parlait de la responsabilité qu'on a. On parlait du fait de se restreindre, de restreindre nos désirs et d'agir non pas juste purement en suivant nos pulsions, mais avec une réflexion éthique. Je pense que ça, c'est des choses qui sont essentielles pour œuvrer à un monde plus soutenable. Alors limite, ça devrait être enseigné en fait à l'école. Est-ce que tu penses qu'on pourrait avoir une approche laïque de l'étude de la Torah, de la Bible, du Coran? Je pense que l'éthique qui est prônée... Ce que tu dis, c'est qu'en fait, c'est une mine d'or qui nous permet, ou en tout cas, on peut s'en inspirer, pour peut-être répondre à des problématiques et à des enjeux qui sont majeurs. Oui. Alors, pourquoi s'en priver? Oui. Après, je pense que c'est une mine d'or en particulier pour des gens à qui ces textes parlent. C'est-à-dire que pour des gens qui considèrent ces textes d'une façon ou d'une autre comme sacrés, ils vont y prêter plus attention et ça va peut-être plus les influencer. Des gens qui sont complètement athées, pour qui la Bible est un gros mot, ça risque de... Mais alors, est-ce qu'on ne pourrait pas convertir? Si, oui, absolument. Est-ce que les gens, peut-être plus croyants, ou en tout cas à qui ça fait écho, justement, convertir leur compréhension des textes pour ensuite les balancer Absolument. Ah non, mais moi, je pense que c'est un enjeu essentiel. Et d'ailleurs, j'adorerais écrire un livre un jour là-dessus, sur l'écologie, mais pas que, sur comment on peut partir des textes et des rites du judaïsme, peut-être aussi d'autres religions, mais je les connais moins, pour repenser nos façons de vivre. Donc, voilà, par exemple, je pense que c'est de la même façon, le Shabbat peut être une source d'inspiration pour des gens qui ne sont pas juifs, qui sont d'ailleurs qui peuvent être athées, pour avoir un rapport plus sain au monde, aux nouvelles technologies, aux écrans. Enfin, je pense il faudrait standardiser, laïciser des apprentissages. En tout cas, ça peut être quelque chose de très intéressant. Ça peut être quelque chose de très très intéressant, effectivement. En complément, enfin voilà, encore une fois, je pense pas que la solution au problème du réchauffement, enfin du dérèglement climatique se trouve voilà, dans la Torah, qu'il suffit d'ouvrir la Torah pour trouver la solution. Mais effectivement, ça peut inspirer, et au-delà du judaïsme. Ouais. Anna, c'était un plaisir de te recevoir. Merci, c'était un plaisir pour moi. On peut te suivre sur quelle plateforme ? Vous pouvez suivre le compte Torah with Anna, qui est un compte qu'on tient avec mon amie Anna, avec qui on a donné des cours, créé un podcast. Et sinon, sur Instagram, sur Facebook, à mon nom, Anna Klarsfeld. Voilà. Tu travailles sur un projet de podcast, on peut en parler, qui n'a rien à voir avec le judaïsme. Alors, peut-être que tu vas t'inspirer des textes, non ? Alors, ça serait pour un autre podcast, mais effectivement, auquel j'ai aussi pensé. Mais là, je travaille en ce moment sur un projet de podcast en partenariat avec une association qui s'appelle La Maison Perchée, qui accompagne des jeunes adultes qui vivent avec un trouble psychique. Et l'objectif est et qui accompagne aussi leurs proches. Et l'objectif est de donner la parole à ces personnes, à la fois des personnes concernées et les proches, pour entendre leur vécu, pour porter leur voix. Et je pense que ça n'a rien à voir, le sujet n'a rien à voir avec le judaïsme, mais en même temps, dans le judaïsme, l'écoute, c'est quelque chose qui est essentiel. D'ailleurs, la prière la plus importante dans le judaïsme s'appelle le Shema. Littéralement, Shema, ça veut dire écoute, c'est un appel à écouter. Et pour moi, porter des voix qu'on n'entend pas assez, peut-être, c'est une démarche qui s'inscrit peut-être dans une forme d'éthique juive. Enfin, c'est pas complètement dénué de sens.
quelle personne je pourrais inviter que tu me recommandes pour ce podcast? Tellement de personnes. Si tu as Bah, une personne en tête. je pense à mon ami Joseph Voignac qui a écrit ce livre dont on parlait avant de commencer l'enregistrement, qui a écrit un livre sur l'école Maïmonide et son histoire. Et c'est un livre à travers lequel on perçoit l'évolution de la communauté juive en France à travers tout le XXe siècle. Je pense que ce serait un invité intéressant. Merci Anna. Merci à toi. Cut the crap.